Première question, Didier François. Je le disais, j'ai insisté sur ce point volontairement. On n'est pas loin de Moscou et on est très loin du front. Ça dit quoi de la capacité des Ukrainiens à frapper ? Alors déjà c'est une opération de renseignement en fait qui a été faite et on a déjà vu qu'ils ont fait ils ont les capacités des renseignements militaires ukrainiens à agir en Russie, que ça soit sur des opérations offensives de type où on a eu des attentats, on a eu des frappes de drones, donc à travers la défense antiaérienne, on a eu des opérations militaires, mais déjà plus sur la frontière. Là, dans la profondeur, c'est une opération de renseignement extrêmement bien réussie, parce que non seulement ils ont pris visiblement des renseignements, alors certes sur des individus, mais ils ont surtout visiblement réussi à récupérer des informations importantes sur un drone particulier, qui est un drone qui s'appelle le drone Lancet, qui est un drone qui pose des gros problèmes aux Ukrainiens depuis plusieurs mois sur le front, qui est un drone qu'on appelle une munition rôdeuse. C'est un drone kamikaze ou suicide, voilà, c'est un drone qui va trouver assez loin derrière les lignes ukrainiennes des cibles, et si possible des cibles de la haute valeur ajoutée, de type obusier à longue portée, et qui ensuite arrive à sélectionner la cible la plus intéressante, qu'on n'arrive pas à brouiller et qui va se jeter dessus. Donc ce drone-là est un drone qui pose énormément de problèmes tactiques sur le front depuis maintenant plusieurs mois, et avoir des informations dessus, si effectivement ce qu'on a vu sur les premiers documents qui ont été publiés par ce groupe Atesh sont vrais, ça sera intéressant. Atesh, c'est aussi intéressant, puis après je laisse la parole à mes camarades, mais c'est un groupe de résistants qui est composé de Tatars de Crimée. Et donc et qui a été extrêmement actif en Crimée aussi pour faire du renseignement, pour préparer les frappes, entre autres, vous savez, les fameuses frappes qu'il y avait eu avec les Storm Shadow sur le quartier général de Sébastopol, sur les différents navires et le sous-marin qui étaient hackés et ad hoc de réparation et qui ont été détruits. Donc finalement, alors après, je ne sais pas si derrière c'est vraiment Atesh ou si Atesh a été utilisé juste comme revendication pour un peu en cache-sexe d'une opération militaire. En général, tout ça est monté par le GOUR, donc par les services de renseignement militaire du général Boudianovsk. Bon voilà. Donc en tout cas, c'est une belle opération de renseignement, oui. Alors, j'ajoute quand même cette autre information. Vous me direz si vous trouvez effectivement tout ça alimente la même information. Mais du côté russe, on a Belgorod qui a été frappé. On apprend que des habitants sont poussés à évacuer. On protège des fenêtres parce que les Ukrainiens ont frappé au-delà de la frontière. Est-ce que ces deux affaires, ça nous dit quelque chose de la stratégie ukrainienne ? C'est-à-dire sur le front, c'est un peu plus difficile. En revanche, on est capable de frapper au-delà, de frapper plus loin, de frapper différemment désormais. Oui, écoutez, c'est vrai que Zelensky, depuis longtemps, il a rappelé qu'il faut faire rentrer la guerre véritablement sur le sol russe. Pour nous, on a toute la légitimité de frapper à Belgorod, frapper en Russie, parce que justement, c'est de là où décollent des avions qui bombardent nos villes, c'est de là où Poutine accumule et utilise toute cette force-là pour attaquer l'Ukraine. Effectivement, on a toute la légitimité de le faire. Sauf que jusqu'à ce moment-là, les alliés, par peur de soi-disant escalade, ils ne donnent pas l'autorisation d'utiliser leurs armes pour qu'on puisse le faire. Effectivement, nous, on se débrouille avec ce qu'on a et avec les armes que nous fabriquons, ou avec justement ce réseau des gens qui sont collaborateurs pour nous et qui essayent de faire justement de ce type d'opération, ce qui est tout à fait normal dans le sens où c'est la guerre. C'est la confrontation qui a beaucoup de vies perdues déjà et qui continue. Et Poutine n'a pas du tout le projet de lâcher ça. Et juste un mot intéressant quand même pour compléter sur l'importance de ce qui vient de se passer justement avec cette attaque, ce type de renseignement qui était recolté par Atesh, c'est qu'aujourd'hui aussi, les services secrets ukrainiens, ils ont reçu plus de 100 gigabytes des informations de producteurs des armes russes. Ça, c'était aussi assez important parce que sur cette site de production, il y a un autre drone qui s'appelle Orlan qui est fabriqué. Et plus que ça, il y a autour de 100 différents types d'armes militaires qui sont fabriquées. Il faut savoir que pour les Ukrainiens, c'est capital de gagner dans cette guerre électronique qui devient de plus en plus capitale. Alors, général. Oui, guerre électronique, d'ailleurs, moi, des informations côté données, mais il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Rien n'exclut pour l'instant de ce qui a été dit que
exfiltration de documents, cette opération de renseignement, elle n'a pas été faite au bout d'un clavier et d'une souris, c'est-à-dire par une cyberattaque. Oui. Donc là, c'est la récolte probablement. Ils estiment que ce qu'ils étaient venus chercher sur leur cible, ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc maintenant ils peuvent le publier, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous publiez l'obtention de documents que vous avez réussi à avoir par une cyberattaque, après, il ne faut pas vous attendre à pouvoir rentrer une deuxième fois sur le site qui a été attaqué, même de façon virtuelle. Voilà. Donc c'est possible que ce soit une cyberattaque et les noms, les listes de noms, numéros de téléphone, adresses, etc., ça ressemble bien à des fichiers qu'on peut trouver dans n'importe quelle caserne. Après, sur la question des armes russes, effectivement, le Lancet présente une caractéristique, c'est qu'il est indétectable pour l'instant au radar ukrainien et qu'ils ne réussissent pas à le brouiller. C'est pour ça qu'il pose énormément de problèmes. Et je pense que d'obtenir de l'information, là aussi, peut-être aussi par voie d'attaque électronique sur les sites, soit de l'industriel, soit du ministère des Armées ou du ministère de la Défense russe, est une bonne façon de comprendre comment il fonctionne et de développer des contre-mesures. Donc je pense que si ça doit donner lieu à des contre-mesures, ce sera une grande victoire pour les Ukrainiens sur le front, parce que ce drone les fait vraiment souffrir. Alors, je vais insister un tout petit peu sur cette question de sur le front, ça patine, c'est compliqué. Mais du coup, on essaye de frapper un tout petit peu différemment et en profondeur. Je vous soumets l'article de Die Welt. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Didier François, ces dernières heures. Je ne lis pas l'allemand. L'Ukraine pourrait, alors je traduis pour vous, l'Ukraine pourrait lancer une nouvelle offensive dans le sud au printemps, une offensive axée sur la Crimée. Selon, encore une fois, l'édition allemande Die Welt. L'article précise que la péninsule se trouve à environ 70 km de la tête de pont ukrainienne, sur la rive gauche de Krinox. C'est la distance d'un tir d'HIMARS. Est-ce que ça vous semble crédible compte tenu de cette stratégie ukrainienne annoncée depuis un moment de dire ok, on va taper en profondeur, on va taper plus loin, puis avec la Crimée dans la visée? Honnêtement, deux choses. Taper en profondeur, oui, j'y crois, parce qu'effectivement, c'est une stratégie qui est une stratégie aujourd'hui. Les Ukrainiens sont passés en défensive, d'accord ? Encore une fois, malheureusement, rappelons-le, il y a eu l'échec de la contre-offensive lancée cet été parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la réaliser et ils ont sagement décidé de se repasser en défensive pour pouvoir tenir le front sur 1200 km. Et aujourd'hui, l'initiative est russe. Alors ça perce pas beaucoup, mais ça pousse beaucoup. Et les Ukrainiens, de manière aussi assez sage, ont décidé de freiner les avances russes pour leur imposer des pertes, mais en évitant les leurs. Et donc je pense qu'on va petit à petit voir sur les 1200 km de front, malheureusement, plutôt un recul ukrainien depuis les positions qui avaient été conquises dans le cadre de la contre-offensive, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment tenables. Elles avaient un sens si elles avaient permis de faire un bond en avant et de percer les défenses puis d'exploiter. À partir du moment où cette capacité n'existe pas, tenir des petites poches de 40 km qui sont des saillants, qui sont isolés dans les lignes russes, sur lesquelles il n'y avait pas vraiment de position préparée, où les Ukrainiens s'étaient installés dans les tranchées conquises aux Russes, etc. Honnêtement, c'est difficile à tenir, ça n'a pas de sens. Donc je pense que les Ukrainiens, logiquement, vont passer cet hiver en défensive en rationalisant leur ligne de front, c'est-à-dire en reculant sur les hauteurs, en se mettant derrière des coupures humides, donc des rivières ou autre chose, pour empêcher les Russes de percer, pour le coup. Et effectivement, l'alternative à ce passage en défensive, ça sera des frappes dans la profondeur, comme on l'a vu sur la Crimée, parce que la Crimée reste le centre de gravité qui pourrait forcer les Russes à négocier à un moment ou à un autre. Sinon, ils n'ont aucune raison de le faire. Ils vont continuer d'attaquer. Donc, l'idée de travailler sur, justement, les frappes cyber, l'intelligence, la question, ce que disaient Grégoire de 50 ans et Ludmila, la question de la guerre électronique va être fondamentale. De toute façon, rappelez-vous ce que vous a dit le général Zaloujny en octobre, quand il a annoncé l'arrêt de la contre-offensive. Il a été d'une honnêteté assez scrupuleuse dans les raisons de ces échecs et dans les besoins actuels. Comme le général l'a rappelé tout à l'heure, la question des Lancet et de ces drones, la guerre électronique aujourd'hui pose un énorme problème. Mais pas seulement aux Ukrainiens, à nous.
parce que le matériel qu'utilisent les Ukrainiens, c'est nous qui leur donnons. Donc ça veut dire que nous, on a un problème là-dessus. On a découvert, en fait, cet été, l'ampleur du problème qu'on avait face à un certain nombre de choses sur lesquelles les Russes sont montés en puissance, particulièrement sur la question des drones et de la guerre électronique, le brouillage, y compris d'un certain nombre de choses comme les missiles HIMARS, qui sont pourtant, ou les bombes JDAMS, qui sont pourtant un peu le fleuron des armes occidentales. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Et honnêtement, tout ce que peuvent nous apprendre les Ukrainiens sur la question de la guerre électronique, on a intérêt à le prendre et nous-mêmes à progresser. Donc tout le monde travaille là-dessus. Tout le monde travaille là-dessus. Et ça, cette guerre-là, à long terme, permettra peut-être, effectivement, de relancer sur des offensives, mais pas des offensives telles qu'on les avait tout de suite. Je ne crois pas à une capacité aujourd'hui de l'Ukraine, militairement, en termes d'hommes et en termes de matériel, de passer à une offensive sur la Crimée, autre que par du bombardement, au printemps prochain. Je n'y crois pas. Je peux me tromper, j'adorerais me tromper, mais je n'y crois pas.